On va prendre maintenant la direction de la Russie puisqu'on voulait vous parler des conclusions de la mort d'Alexeï Navalny. Hier, vous le savez, une enquête européenne a déterminé que l'opposant russe avait été tué par empoisonnement dans sa cellule. Le poison, la question maintenant de toutes les lèvres avec la Russie. Est-ce l'arme fatale du Kremlin? En tout cas, une chose est sûre, pour revenir d'abord à cette enquête européenne sur la mort d'Alexeï Navalny, les États-Unis ont confirmé les conclusions de cette enquête. C'est Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui s'est exprimé sur le sujet. Écoutons Marco Rubio. En ce qui concerne la toxine de grenouille, c'est une affaire très sérieuse. Écoutez, ces pays sont arrivés à cette conclusion. Ils se sont coordonnés. Nous avons fait ce choix. Cela ne signifie pas que nous sommes en désaccord avec le résultat. Ce n'était tout simplement pas notre initiative. Parfois, les pays agissent en fonction des renseignements qu'ils ont recueillis. Nous avons bien sûr pris connaissance du rapport. C'est un rapport troublant. Nous sommes au courant du cas de M. Navalny et bien sûr, nous n'avons aucune raison de le remettre en question, ni de contester ou d'entrer en conflit avec ces pays à ce sujet. Mais c'était leur rapport et ils l'ont publié. Pour en parler, Xavier de Giacomoni m'a rejoint, éditorialiste international LCI. Beling Nabli, vous nous avez rejoint également, professeur des universités en droit public. Et puis Vincent Crouzet, évidemment, est toujours avec nous. Alors, première question, Vincent, lorsque vous avez vu des conclusions de cette enquête européenne, est-ce que vous attendiez à ce résultat pour la mort d'Alexeï Navalny? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on a récupéré les échantillons du corps d'Alexeï Navalny, puisque c'est l'analyse d'échantillons qui ont été prélevés à quel moment, avant son enterrement, plus tard, en l'occurrence un travail de recherche opérationnelle d'un service de renseignement occidental, vraisemblablement, pas américain. Je ne sais pas s'il s'en désole, Rubio, ou si ça l'ennuie quelque part, finalement, d'avoir été un petit peu mis à l'écart de cette recherche opérationnelle du renseignement. En tout cas, c'est certainement le succès d'un service de renseignement européen, vraisemblablement, je ne sais pas lequel. Non, ça ne me surprend pas, parce que depuis Kadi le rappelait tout à l'heure, elle va en parler certainement maintenant, depuis les années 20, les Russes sont devenus les spécialistes de la manipulation et de l'utilisation des poisons et des assassinats ciblés. Il n'y a pas que les poisons, il y a eu l'assassinat aussi de Trotsky en 1940 à coups de piolet à Mexico. En l'occurrence, c'est vraisemblablement le travail d'une unité qu'on appelle l'unité 29155, qui dépend du 161e groupe de formation spéciale qui s'occupe des assassinats ciblés du régime et donc du renseignement militaire russe. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque le FSB aussi a ses propres équipes d'empoisonneurs. Alors justement, on va s'intéresser à cette tradition, l'empoisonnement en Russie, parce qu'évidemment, ce cas d'Alexeï Navalny, on rappelle qu'Alexeï Navalny avait déjà été empoisonné auparavant, notamment, Kadi nous en parlera sûrement, mais ça nous dit peut-être de ce qu'est la tradition russe envers ses opposants depuis plusieurs années. Kadi, vous nous avez rejoint, et ça nous fait tout de suite penser en mémoire à plusieurs instruments de terreur qui sont utilisés par l'État soviétique pour éliminer donc et intimider ses opposants depuis de très longues années. Oui, d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, effectivement c'est pas la première fois que Navalny a des problèmes justement de cet ordre-là, puisque c'est en 2020, il avait été empoisonné en buvant du thé, il était en Sibérie à l'aéroport et il était tombé dans le coma. Du Novichok avait été détecté, et cette fois donc on apprend, vous le disiez, que des analyses toxicologiques indépendantes donc ont détecté ce qu'on appelle de l'épibatidine, une neurotoxine très rare, issue effectivement de grenouilles qu'on ne trouve pas du tout en Russie, puisqu'on les trouve principalement en Amérique du Sud. Un empoisonnement donc probable de l'État russe. Alors c'est un mode opératoire qui rappelle effectivement une longue série, notamment, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Sergueï Skripal, on en avait beaucoup parlé, le Novichok là aussi a été détecté, un poison particulièrement puissant qui a été donc fatal à cet agent double de l'époque, qui a été tué à Salisbury, c'était donc en Angleterre. Il y a aussi un certain Alexandre Livtienko, qui était un ex-officier du FSB, intoxiqué cette fois au polonium 210, 23 jours d'agonie, ça c'était à Londres aussi en 2006, effectivement. Et le poison pour donner la mort en quelque sorte, mais c'est aussi un avertissement. Oui, cette fois, rappelez-vous de visage de Viktor Yushchenko. Cette fois, c'était le leader de la révolution orange. Regardez l'avant-après, il est assez édifiant.
les ravages qu'ont causé ce produit sur ce leader ukrainien qui est défiguré à vie par la dioxine. La même année, tiens, rappelez-vous, Anna Politkovskaya, une journaliste critique du Kremlin, elle, cette fois, avait été aussi empoisonnée par un thé. Elle avait ensuite été assassinée, ça, 2 ans plus tard, par balle en 2006. Et ça, ce sont les dernières années, mais en fait, cette pratique, elle remonte à bien plus loin. Oui, Vincent le disait tout à l'heure, dès 1921, sous Lénine, déjà un laboratoire de poison avait été créé au sein de la Tchéka, la police politique bolchevique, l'État soviétique qui avait développé ce savoir-faire pour éliminer donc discrètement les éléments gênants, on peut dire, souvent d'ailleurs à l'étranger, comme on l'a vu à Londres plusieurs fois, pour Skripal notamment. Et puis on parle aussi du coup du parapluie. Vous vous souvenez ce film avec Pierre Richard qui avait été inspiré justement bien de ce qui était arrivé malheureusement à Georgi Markov à Londres en 78, qui avait été visé par ce parapluie avec une bille de ricin qui était un bille de ricin qui l'avait donc empoisonné. En 20 ans, donc il y a une variété incroyable. On a parlé de polonium, de Novichok, il y en a encore beaucoup, de la dioxine, tout ça qui nous montre effectivement une récurrence assez et une méthode assez opaque, souvent impunie évidemment, puisque comme vous l'avez compris, le poison c'est quelque chose de difficile à neutraliser, en tout cas à détecter. Merci beaucoup Kadi. Xavier Giacometti, quand on parle de poison, c'est la marque vraiment du Kremlin, c'est vraiment l'arme fatale aujourd'hui pour le régime russe? Oui, puisque c'est le régime qui l'utilise le plus, même tout au long du XXe siècle. D'autres régimes l'ont utilisé, mais il y a une vraie tradition russe du poison. Et il y a surtout, moi je trouve dans cette affaire, ces révélations qui sont effectivement extrêmement intéressantes. Vincent avait raison de dire qu'on ne sait pas vraiment comment les prélèvements ont été faits sur le corps de Navalny, d'autant plus que le corps a été gardé par les autorités pendant un certain temps et placé sous assez haute surveillance. Mais finalement, là où ça devient important, ça rejoint ce que vous disiez, ce que disait Kadi, c'est que pour le pouvoir russe, il est important que ça se sache. Pour eux, c'est pas du tout un problème. Ça peut l'être évidemment, éventuellement pour Marco Rubio, mais pas pour Vladimir Poutine, dans le sens où c'est un message adressé à tous les autres opposants, à tous ceux qui voudraient se mettre sur la route de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, on pense pas tellement à l'opposition telle que représentée par Navalny ou d'autres, mais surtout à toute cette garde d'oligarques qui sont autour du maître du Kremlin, qui ont fait pendant la guerre des affaires extrêmement florissantes pendant que la Russie, elle, périclitait économiquement, mais qui aujourd'hui pourraient être tentés de se dire qu'il serait temps de passer à un autre cheval, de passer à un autre homme politique, parce que Vladimir Poutine ne serait plus l'homme de l'avenir. Pour eux, c'est un avertissement je pense que vraiment, ils le prennent comme quelque chose d'extrêmement grave et ils vont faire extrêmement attention. Félix Nabi. Oui, j'abonde vraiment dans le sens de ce qui vient d'être dit, dans le sens où, d'une certaine manière, ce rapport, paradoxalement, pourra être instrumentalisé de manière informelle par le régime russe, dans la mesure où il va assumer vis-à-vis de la population, de la société civile, les conclusions d'un tel rapport, en faisant la démonstration de sa capacité, finalement, à assassiner, à éliminer toute incarnation d'une quelconque alternative au régime en place. Et de ce point de vue-là, je pense que le silence de Kremlin aujourd'hui est assez significatif. D'une certaine manière, c'est à la fois une non-information, un non-événement, et mieux encore, une manière d'assumer le mode opératoire et sa finalité, l'élimination de toute alternance politique. Et deuxième élément, quand même, peut-être pour relativiser quand même la posture des auteurs du rapport. Pourquoi ? Alors, autant le poison est une technique spécifique assumée par les services russes, autant l'élimination des adversaires politiques ou des ennemis politiques de la part de régimes dictatoriaux, autoritaires, ce qu'on voudra, ce n'est pas propre au régime russe pour le coup. D'autres modes opératoires sont mobilisés. Je dirais même que, historiquement ou plus récemment, des démocraties comme celles qui ont co-signé ce rapport ont soutenu et continuent de soutenir des régimes qui ont procédé à de telles éliminations. Je donne 2 exemples historiques. Alors, je commence par le plus récent, à savoir le journaliste Khashoggi, qui a été malheureusement exécuté, découpé au sein même de l'ambassade saoudienne en Turquie, et qui s'est retrouvé finalement remis sur la scène internationale grâce au soutien
des puissances occidentales, de puissances démocratiques. Et je rappellerai que malheureusement, il a été reçu à l'Élysée pour bien signifier ce retour en scène. Et ce type de comportement est tout à fait dommageable du point de vue de la crédibilité de notre discours. Parce que si on co-signe de tels rapports, c'est pour signifier à la fois la nature du régime russe en disant voilà, nous n'avons rien à voir avec ce régime qui est autoritaire et qui exécute ses ennemis. Et en même temps, nous soutenons manifestement des régimes qui procèdent ou qui suivent le même type d'attitude. Là, il s'agit de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, mais je pourrais citer d'autres exemples. Pour en revenir au poison juste vraiment russe, on a le sentiment quand même que cette marque de fabrique, elle vient aussi presque d'une industrialisation, si je peux me permettre du mot, de ce poison en Russie. Les propos très intéressants, vous allez entendre, de la ministre de l'Intérieur britannique qui a été interrogée sur le sujet. Je rappelle que les Britanniques font partie des pays européens qui ont mené l'enquête. Et écoutez la ministre de l'Intérieur britannique, puisqu'elle explique très concrètement que tout est organisé au sein même du Kremlin. Écoutez. De ce que vous savez de l'enquête, comment je pourrais dire ça? Ça vient d'une grenouille ou d'un laboratoire? Je ne peux donc pas vous donner de détails à ce sujet, mais comme vous le dites, il s'agit d'un produit chimique particulier. Il peut être produit synthétiquement. On le trouve également dans cette grenouille particulière en Équateur. Et nous savons que le régime russe est en possession de ce produit chimique particulier. Il ne s'agit évidemment pas d'un produit que l'on trouve à l'état naturel en Russie. Et pour en parler, on est en ligne avec Galia Ackerman. Bonjour, vous êtes historienne spécialiste du monde russe, on vous connaît bien sur l'antenne de LCI. La question, elle est simple, quand on écoute la ministre de l'Intérieur britannique, aujourd'hui, il y a une cellule au sein du Kremlin, peut-être au sein du FSB ou ailleurs, qui s'occupe principalement de constituer ces poisons ? Certainement, c'est une vieille tradition, ça a été déjà dit sur cette antenne. Le laboratoire des poisons a été créé en 1921. Il y avait plusieurs personnes qui ont été empoisonnées pendant la période soviétique, dont notamment, parmi tant d'autres, le fils de Trotsky. Et après la mort d'Eltsine, la cellule qui a été probablement démantelée ou abandonnée par le FSB pendant la période d'Eltsine a été reconstituée. On sait aussi où ce poison a été élaboré. C'est un institut scientifique de chimie organique qui a publié en 2013 un article qui justement mentionnait qu'ils ont synthétisé ce poison. Et connaissant que Navalny, à la différence de tous les autres personnes qui ont été empoisonnées ces dernières années, se trouvait en réclusion, c'est-à-dire il a été dans le pouvoir absolu de ces geôliers, il ne pouvait pas y avoir l'accès de quelqu'un qui n'est pas lié au pouvoir pour lui ordonner ce poison extrêmement rare. Maintenant, je voudrais aussi réagir sur ce qui a été dit. Je pense que le pouvoir russe ne veut pas, justement, quand il a recours à l'empoisonnement, que ça se sache. À chaque fois, ces dernières années, les gens qui ont été empoisonnés par des poisons extrêmement rares. Litvinenko en 2006 par polonium, un élément radioactif, Skripal et les victimes collatérales par Novichok, Navalny aussi par Novichok, probablement Karamurza idem. Et maintenant, on a expérimenté un autre poison qui jusque-là n'a pas été utilisé. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'il y a plus de 5000 poisons répertoriés dans la nature ou synthétiques connus. Pour trouver un poison dans les tissus, il faut bien savoir ce qu'on cherche parce que c'est compliqué. Pour Litvinenko, ça a pris plusieurs semaines de penser au polonium. Pour Skripal, on n'a pas tout de suite identifié Novichok. C'est-à-dire que selon la vieille technique bolchevique, en fait, on utilisait le poison quand on ne voulait pas, pour des raisons politiques,
que ça se sache, quand c'était gênant d'éliminer quelqu'un directement. Et je pense que pour Navalny, qui devait être échangé quelques jours plus tard avec d'autres leaders de l'opposition, vous vous souvenez, ce fameux échange avec Orlov, Kara-Murza, Yashin, etc., il devait être il était dans cette liste. Et donc, apparemment, Poutine a décidé de le liquider justement pour ne pas laisser partir celui qui serait certainement un leader de l'autre Russie. Galia Ackerman, vous restez avec nous, c'est très intéressant, Vincent Croze, ce que nous dit Galia. En fait, on est en permanence dans l'expérimentation de nouveaux poisons pour éviter justement de savoir que le Kremlin utilise cette méthode. En l'occurrence, donc l'épibatidine, dont parlait Kadi tout à l'heure, effectivement, à chaque fois, on expérimente de nouveaux poisons. Alors avec des résultats relativement variés et divers. Concernant donc le polonium, donc un élément radioactif très volatile, moi j'ai croisé le garde du corps de Litvinenko, qui est mort de manière absolument atroce, je vais en reparler tout à l'heure. Ils ont réussi finalement à disséminer ce poison, cet élément radioactif dans Londres à des dizaines d'endroits, donc avec éventuellement le risque de victimes collatérales. Je voulais revenir sur l'aspect intimidation dont parlait Xavier tout à l'heure, c'est très important, parce que l'empoisonnement c'est quelque chose de très particulier tout de même. C'est la pire des cruautés qui puisse être infligée à un individu. Litvinenko, Kadi le rappelait tout à l'heure, 23 jours d'agonie, les ravages sur le visage de Yushchenko. Yushchenko, c'était franchement extrêmement impressionnant. Moi, je l'ai eu en face à face en interview en 2004 pendant la Révolution Orange. Il avait été empoisonné peu de temps avant, pendant la campagne électorale. Son visage était vraiment extrêmement impressionnant. Ça avait même un côté, ça faisait froid dans le dos. Donc signifiant, vous risquez de mourir dans des conditions épouvantables. Et effectivement, l'implication directe du chef de l'État, de Poutine, est évidente. C'est à chaque fois lui qui décide le ciblage, le moment et la punition qui va être infligée. Litvinenko, ça a été fait par Patrouchev, le patron du FSB à l'époque, mais qui était l'un des plus proches collaborateurs donc de Poutine. Donc, ce sont des assassinats politiques et les assassinats politiques les plus cruels qui puissent exister. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, le temps nous manque sur ce sujet aussi passionnant et aussi inquiétant justement de l'empoisonnement et de cette méthode utilisée par le Kremlin. Merci d'avoir été avec moi pour LCI Direct pour en parler.